mon problème n'était pas tant l'environnement au départ, c'était de merde, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font dans la rue, il faut que je les aide, quoi. On a créé Casa Broc, Casa Recycle, pour créer des chantiers d'insertion, des ateliers de réparation et de valorisation de dits déchets. Donc, à la réalité, il faut qu'on arrête de dire déchets, c'est des ressources. On s'est rendu compte en Guadeloupe, ça fait moi 20 ans que je fais du recyclage de D3E. Ouais. C'est les modèles qui ont 60 ans, 50 ans, Moulinex, qui tiennent le coup. Ah oui, l'Europe, là, dernièrement, a voté une loi pour éviter que, justement, pour faire sauter l'histoire d'obsolescence programmée, que les choses puissent à partir de maintenant durer parce qu'ils se rendent compte que la matière commence à s'amenuiser. Ce qui est génial, les gens ne le savent peut-être pas, mais au niveau de Casa Broc, Casa Recycle, au niveau textile, mais tu as besoin d'avoir un style vestimentaire qui datait des années 80. Tu trouves ça là? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, on reçoit Franck Fazian. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Et en fait, tu as réussi à faire à rejoindre finalement le milieu dans lequel tu évoluais avant parce que tu... En windsurf. En windsurf. Voilà, parce que j'ai... Alors ça, par exemple, je suis en train de préparer la longue distance. C'est un délire en 2008. Je voulais faire relier Désirade en planche à voile en partant de Saint-François. Et de Saint-François, aller à Margalante en établissant un record. Et j'étais en train de m'entraîner. Pour ça, j'étais à peu près 5 ou 7 000 des côtes. Je m'étais mis à l'eau aux Salines, le plan d'eau. Et au large, je vois une espèce de bambou comme ça debout. Je dis, mais tiens, mais il fait quoi ce truc dans l'eau? Je me suis rapproché. En fait, c'était un piège artisanal pour les tortues. En fait, les gars, ils lâchent un bambou. Au bout, tu as un flotteur. Pour pouvoir, ils ont un drapeau dessus pour le repérer au large. Et au-dessous, tu as à peu près 3 mètres. Et au bout, tu as un hameçon avec un morceau de truc, de boisson. Et la tortue, elle vient, elle capte ça. Tu vois, elle est prise là-dedans. Et ensuite, l'hameçon, voilà. Donc, alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est carnivore ou je pense qu'elle est herbivore. Elle est herbivore, je crois. Tu vois, donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais en tout cas, elle se prend dedans et c'est pris. Donc, quand je suis arrivé à côté du bambou, j'ai vu le truc qui carrément se rentrer sous l'eau. Je me dis, merde, c'est quoi? Je me suis arrêté, j'avais une planche pas tellement grande. J'ai jeté ma voile, j'ai mis ma voile à côté, j'ai démonté le pied de mât pour avoir un peu plus de corde pour tout dans la voile. J'ai attaché le bambou. Et je la tirais pour la rentrer avec elle aux Salines. J'ai les photos de tout ça, machin. Il y avait Guadeloupe bien qui est venu, tout ça. Et pendant que je partais, elle a plongé la tortue. Donc, elle m'a fait rentrer, mais j'avais de l'eau jusqu'à là, toute la planche comme ça, avec la voile sous l'eau. Et je dis, mais attends, je suis en train d'essayer de te sauver. Mais vraiment, je lui ai dit, quoi. Ça paraît complètement débile. Hein. Tu sais que la tortue, elle est remontée. Elle s'est mise à nager à côté de moi, comme ça, avec la planche. Et je l'ai ramenée au bord. J'ai appelé du monde, il y avait des médecins, machin, des trucs. Je me dis, putain, j'ai récupéré une tortue, pris dans un piège, venez m'aider. Donc, c'est une tortue imbriquée, et tortue vête, on dit, au moins 80 kilos, un gros truc. Hein. On l'a mis à terre, sur ma planche à voile, qui était le brancard. On a appelé l'aquarium Godoc, il est venu avec son véhicule, on l'a embarqué dedans. Et on a fait un film, parce qu'il avait une clinique justement pour sauver les tortues blessées. Okay, ouais. Et après, on a été voir la mise à l'eau, tu vois. Et moi, je me suis dit, au bout de 20 ans de navigation où la mer m'a donné des trucs de malade, c'est pour ça que j'ai créé ce projet d'insertion de voile traditionnel. La mer, pour le peuple guadeloupéen, est notre première guérison. C'est par là qu'on peut guérir le peuple et rien d'autre. C'est pas pour rien qu'on est entouré d'eau. C'est la plus grosse matière qu'on ait. Et quand tu regardes le corps humain, on est fabriqué de combien de pourcentage d'eau? 70%. 70%, t'imagines, c'est énorme. Donc pour moi, l'eau, c'est quelque chose qui guérit le peuple. Et quand je sais que notre histoire, parce que ce que je dis, je ne le dis pas parce que je l'ai vu dans le bouquin, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'accompagne l'être humain en difficulté. Et j'ai fait aussi des recherches sur mes origines.
Du côté de mon père, c'est esclave. 1733, une famille qui débarque avec trois gamins et le papa et la maman de négriers. Et je suis issu de Magdelenet Fazion, reconnu en 1848, abolition de l'esclavage. C'est dans la nomenclature, ils ont fait une espèce de truc là, non en nous, où ils ont répertorié les 89 familles antillaises qui sont issues de l'esclavage, où on a inventé un nom. Parce que le nom Fazion, mon père me disait, ouais, c'est arménien. Je dis, papa, non, hein, c'est un truc qui a été complètement inventé. Et du côté de ma mère, c'est des blancs pays. Donc, j'avais les deux trucs en moi. Et je me posais toujours la question, je suis un bluesman, je joue du blues. Je me suis toujours posé la question, le blues vient des Africains aux États-Unis et le gros cas en Guadeloupe. J'ai même fait des trucs musicaux, mélange et tout. D'accord. Enfin, j'ai toujours cherché à ça. Je suis quelqu'un, je n'aime pas savoir et pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans le mécanisme? Pourquoi ça dysfonctionne par là? C'est pas que voir la difficulté, ce que ça nous pète dans la gueule. C'est pourquoi ça nous pète dans la figure. Allons chercher le pourquoi du pourquoi. Quels sont les facteurs qui font qu'on est dans cette situation-là? Assez souvent, c'est des choses on s'y attend même pas. Par exemple, avec un autre gars, on a fait de l'initiation avec la PJJ, donc des enfants décrochants, des mineurs décrochants, 6 sorties en voile traditionnelle. Ensuite, on a fait un débriefing des 6 sorties en voile traditionnelle pendant à peu près 2 mois. Les éducateurs nous ont dit, mais on n'a rien compris. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Sur 19 sont sortis du dispositif, ont repris leur vie normale. J'ai dit, OK, bon. Après 6 sorties en voile traditionnelle. Là, pour l'instant, je n'avais pas encore pigé le truc. Ensuite, l'insertion. Tous les gars que j'ai pris dans le projet comment te dire, qui sont passés on part au Sainte pendant 2 mois, on construit le bateau avec un fois. Vous êtes logé à l'UCPA, dans une communauté métropolitaine, parce que l'UCPA, c'est des métros qui viennent de métropole faire du sport nautique. On a à ce côté, on est raciste quelque part par l'ignorance. On ne connaît pas trop l'étranger, donc l'un ou l'autre va être un peu sur ses gardes. On apprend à connaître, mais c'est qui le métropolitain? Bon, en fait, ce sont des gens bien, ils ont une culture sympa, machin, méthode. Donc, on passe ces 2 mois avec eux, on construit notre bateau. Quand le bateau est construit, on part voguer, faire la traversée du canal des Saintes jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et à chaque fois que j'ai pris des gars, que je suis parti des Saintes pour arriver à Pointe-à-Pitre, c'était pas les mêmes hommes. Ils ont complètement transcendé. Et tous s'en sont sortis, pratiquement, sauf ceux qui ont perdu la vie. Tous s'en sont sortis. Je me dis, mais attends, mais il y a un truc qui se passe. Et un jour, avec un deuxième projet avec Mornalo, l'unité 111, avec un groupe d'hommes, de jeunes, de Mornalo uniquement, on était en train, le matin, test natation, machin, et on discutait, les gars, chaque projet, vous donnez un nom de ce que vous vivez en groupe, à cette époque-là, un nom qui va parler de vous. Cherchez un nom. Et c'est là, ils ont parlé des gens importants, Gerty Archimède de Mornalo, machin. Mais si on faisait l'unité 111, 8711, l'unité de Mornalo, c'était le nom du projet, qui est placardé sur l'arrière du bateau. Et pendant que je suis en train de discuter avec ça, c'est mon truc, je suis en train de discuter au gars, je vois au large, à l'horizon, ce négrier là, qui a déporté mes aïeux, et ce tout petit bateau, voile traditionnel, en train de voguer à côté. En fait, on était en train de me démontrer que ce qui est en train de se passer, que je suis en train de faire une réparation dans le cerveau des descendants d'esclaves. C'est-à-dire qu'on a été déporté par ce bateau négrier qui est un voilier, bois-voile, et on fait le même bateau plus petit qu'on construit nous-mêmes et on fait des performances ensemble. On déconstruit le fait de dire que les Guadeloupéens ne sont pas des navigateurs. Je sais que les Guadeloupéens ont botté le cul c'est raconté au fort Napoléon au Sainte, qu'ils ont botté le cul des Anglais, une flotte Guadeloupe de gars qui étaient de Guadeloupe. Donc, il ne faut pas dire qu'on est des mauvais navigants. Dernièrement, on a fait le tour complet en voile traditionnel de la Guadeloupe, dans des conditions, passer par Porte d'Enfer, passer à Pointe de Port d'Enfer, passer à Pointe des Châteaux, en voile trad, tout ça, 7 heures de navigation dans des conditions hallucinantes. Ça prouve qu'on est capable de dépasser tout ça, de se projeter. Mais tu ne peux pas te projeter si tu ne l'as jamais vu ou si tu le... Tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 30 ans de voile. Je ne me suis jamais dit en tant qu'antillais, je peux me dire un jour avoir propriétaire d'un voilier. Parce que ça a été, on nous a
infliger un système. Quand on voit deux films pour moi, qui sont révélateurs, c'est le film Matrix, dans la matrice. Ouais. Et pour te dire que je ne l'ai pas inventé, les mecs qui sont dans le ghetto, ils me disent que tu es un matrixé. C'est-à-dire que tu es tellement dans la matrice, tu es matrixé. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas faire autre chose que ce qu'on te dit de faire. Ouais. Mais c'est une vraie réalité. Ouais. C'est une vraie réalité. Et l'autre film, c'est Avatar. Tout est connecté. Une forêt où l'humain, on est tous connectés en fin de compte. On est une seule cellule qui s'est complètement démultipliée dans différentes variétés. Et c'est ça, moi. Tu vois, donc, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer aux gars. On fait de l'insertion, par exemple. Mais tu vas pas parler aux gars, oui, on va lever vos freins, on va vous former, vous apprendre un métier et vous mettre dans une entreprise et basta. C'est chiant. Mais c'est même pas qu'on s'en fout, c'est que tu ne peux pas donner un truc à quelqu'un sans lui donner le mode d'emploi. Et le contexte dans lequel il faut lui faire comprendre que, bon, on est dans un contexte de néocolonisation. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, je suis désolé. Il faut le nommer. D'accord. On est quand même dans un système où c'est pas normal comme consommation 40% plus cher qu'en métropole, des fois 300%, dans un système complètement sclérosé. Tu peux pas te mouvoir vraiment. Qu'est-ce qu'on retient à un être humain pour qu'il ne se réussisse pas, pour qu'il puisse évoluer? C'est la créativité, qu'il puisse se créer lui-même, par lui-même. Moi, ce que je fais dans mon insertion, c'est ça principalement. Bon, j'ai mes gars pendant 2 ans, pendant 1 an. On parle de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, de politique, de tout ce qui fait que... Mais vous savez dans quel milieu vous vivez, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, comment on fonctionne? À partir de là, que tu poses la base, bon, allez, on va évoluer maintenant, à faire de toi, non pas un exécutant. Moi, je ne fais pas des exécutants. Moi qui suis un autodidacte, qui n'ai pas le bac, je n'ai jamais voulu accepter que quand je dis je veux aller dans une direction, on m'en empêche. Je veux y aller. Eh ben, moi, vous êtes des entrepreneurs. Je veux que là, vous soyez des entrepreneurs, les gars. Je ne veux pas former un exécutant qui va tomber dans une entreprise qu'on va exploiter sans qu'il puisse comprendre pourquoi et qu'il puisse s'en sortir de tout ça parce que derrière, on va lui mettre toutes les charges qu'il faut pour pouvoir le maintenir dans cette situation-là. Je suis désolé de le dire. Mais moi, c'est rendre un homme libre de ce qu'il veut pour lui dans la société où il est et qu'il soit efficient. Qu'il puisse se dire mais pourquoi j'existe? Et beaucoup de ces jeunes qui sont dans cette société-là, ils sont complètement paumés parce qu'ils ne savent pas même pas. On leur donne aucun rôle. Et ils sont le résultat d'une société quelque part dysfonctionnante parce qu'on crée justement de l'exclusion. Et cette exclusion-là, on l'estampille d'une étiquette pour vraiment personne rejetée ou impossible de réintroduire. Comme on te dit des fois, le savoir-être. Je dis, mais sur quoi vous vous basez sur du savoir? En jugeant quelqu'un qui a réussi à survivre dans un milieu, que si vous aimez, vous crevez. Et réciproquement. Donc moi, ce que je disais aux gars, je ne vais pas t'apprendre à te dire tu as un savoir-vivre. Tu as un savoir-vivre. Maintenant, c'est les différentes façons de savoir-vivre, mettons-le ensemble pour qu'on puisse savoir vivre ensemble et reconstituer le fameux lien social. Il faut de tout pour faire un monde, mais il faut aussi que les personnes puissent s'entendre et se dire, je suis au plus haut, j'ai le savoir, je vais te montrer comment il faut vivre. Et c'est pour ça que beaucoup de dispositifs de réinsertion haute ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne se mettent pas dans la peau des personnes en difficulté. Pour savoir, mais s'ils en sont arrivés là, quels auraient été les facteurs? Dans les facteurs, il y a une remise en question de nous-mêmes pour pouvoir avancer dans ce sens. C'est assez complexe, en gros. Ouais, c'est complexe, mais c'est l'écoute aussi. Hein. C'est ça, c'est exactement. Sens. Et alors, du coup, si on regarde là-dessus, ton étape d'après, là que tu es en train de monter, c'est justement de passer sur d'utiliser les outils numériques, oui, pour mettre tout ce monde-là ensemble, plus ou moins. Hein? Oui, c'est utiliser à bon escient la technologie et l'innovation. C'est-à-dire qu'on te parle du téléphone portable. Quand on parle, le premier mot qu'on dit du téléphone portable, c'est la déconnexion. On est déconnecté du réel. C'est comme une drogue, c'est la fameuse matrice. Alors, pour faire de la matrice, le téléphone portable, c'est une vraie matrice. Ouais. Derrière, la personne est complètement... Elle est dans l'irréel, et pour elle, le cerveau t'envoie... Alors, ça a été prouvé scientifiquement. Quand tu lis un film, le cerveau, pour lui, c'est vrai tout ce qu'il voit. Ouais. C'est vrai.
c'est toi ensuite, après, qui revient quand tu as fini de regarder, tu te dis, ouais, tu sais que c'est joué, c'est pas vrai. Mais lui, pendant que tu es en train de le vivre là, tout ton corps, c'est vrai, Ces sensations-là. tu vois. Mais il y a des gens qui ne sont plus de cette partie-là. Tous ces outils-là, j'ai envie de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, pour ne pas diviser, je préfère utiliser pour mettre en contact, en réseautage, mais de façon constructive. Donc, je me suis dit, quand on a, nous, comme je te disais tout à l'heure, avec l'Office de l'eau, sillonner toutes les communes de Guadeloupe pour comprendre un petit peu, mais pourquoi dans le domaine de l'économie bleue, on ne voit pas les Guadeloupéens, ils ne sont pas impliqués. Ouais. Pourquoi dans la protection de la biodiversité, on a besoin de ressources humaines sachantes pour savoir les bons conseils et pour dire aux personnes ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu ne peux pas, toi, proposer un lieu, comment dirais-je, protéger un lieu sans savoir ce qui demeure dans ce lieu, comment il fonctionne, quels sont ses tenants, ses aboutissants. Donc, on s'est dit, OK, en fait, on a une frange de la population en exclusion. Ouais. C'est quand même 30% de chômage, voire plus. Dans les 30% de chômage, c'est 65% de jeunes de moins de 25 ans. C'est 80% de femmes au chômage. 80%. Les femmes sont touchées en Guadeloupe par le chômage à 80% dans les 30%. D'accord ? Ok, d'accord. Donc, encore une injustice. Donc, prendre ces personnes-là pour un problème donné qui est la protection de l'environnement ou la conscientisation, qu'il faut absolument que les choix politiques y soient faits, mais qu'on soit assez conscient pour leur dire non, on ne veut pas de ça, on veut de ça. Ouais. Et c'est pour ça que la population est menée en bateau depuis toujours. Quand un politique va prendre une décision et que la population est sachante et sait les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire non, mais non, on ne veut pas ça, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut ça. Parce qu'on sait que c'est ça qui va nous protéger. Mais pour l'instant, ils ne savent pas. Donc, je me suis dit, tiens, ben, si on construisait une communauté intranet fermée, où on mettait justement ces personnes qui sont au chômage, dans une maraude, on faisait des débats publics, mais sur les bords de plage, dans chaque commune de Guadeloupe. D'accord. Et on donnait la parole à la population par rapport aux problématiques, par exemple, de l'eau. Ouais. Il y a une jeune, et plusieurs, qui étaient Bac plus 5, voire Bac plus 10 de traitement des eaux. Elle n'a jamais pu travailler dans ce domaine-là. Bah, Alors qu'on a un manque moi, Tu vois ce que je veux dire ? Je lui dis, mais attends, mais c'est un truc, on va se tirer une balle dans la tête. Je lui dis, non, mais attends, mais il faut qu'on mette non seulement en communauté, mais en relation les personnes. Et moi, en 30 ans d'accompagnement de personnes en difficulté, je me dis qu'une personne, on connaît 50, voire 100, voire 200. Ouais. Donc, tu mets cette personne-là en contact, en connexion avec cette personne-là, qui lui explique sa difficulté, qui mettra en contact avec la ramification de connaissances qu'elle a autour pour la connecter au bon endroit, à la bonne personne. En fait, la communauté, c'est ça. C'est que ces personnes-là puissent avoir une appli sur leur téléphone et qu'ils puissent rester tous connectés entre eux Et directement se parler. et se parler entre eux, tout simplement. Et trouver tout de suite des solutions à leurs problèmes de façon... Ouais. Là, l'exclusion, elle est brutale, elle est violente, elle est rapide. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un en difficulté, la descente aux enfers va très rapidement. Ouais. Très rapidement, tu vois. Donc, c'est de pouvoir, pendant qu'il est en train de descendre, de pouvoir la choper en plein vol, on pourrait dire, et de tout de suite répondre de façon instantanée à ces difficultés. C'est pas, bon, écoutez, il y a une commission que dans un mois va se rassembler. Allez, vous avez 15 jours pour aller au Pôle emploi, vous inscrire, et peut-être que vous allez trouver un emploi. Mais attends, le mec est mort il y a longtemps, quoi. Ou il va tomber dans le système parallèle, la délinquance, parce que c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas mettre un être humain dans un lieu et ne pas lui donner à boire, manger et une responsabilité dans cette communauté-là. Le dire, bon, il va se démerder, on le fout à côté. Qu'est-ce que ça fait ? Ah ben, ça fait dommages collatéraux, violences, attaques, cambriolages. Parce que les mecs qui viennent voler dans les maisons, ils te disent, mais attends, mais c'est mon droit, on ne me donne rien, vous avez tout, vous êtes bling-bling, et nous, on n'a que dalle. Eh ben, nous, on ne nous donne pas le pouvoir d'achat, eh ben, on va le prendre. Donc, quelque part, ces gens-là, je ne dis pas, ah oui, allez-y, mais on comprend mieux ce qu'ils sont en train de vivre. Pour l'instant, on les traite de bois rien. C'est comme si tu mets un être humain sur Terre et tu dis, mais tu n'as pas le droit de vivre, comme tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais ? Mais tu pètes un câble. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Alors, Donc, on essaie de mettre en place cette communauté pour qu'ils s'entraident entre eux, en fait, déjà, pour commencer. d'accord. Ça, c'est Jeune Pousse, non ? Ouais, ça, c'est Jeune Pousse.
Et c'est bien trouvé. C'est pas nous qui l'avons trouvé. Je donne à César ce qui appartient à César. C'est là l'Office de l'eau, la communication de l'Office de l'eau qui a dit, ben tiens, jeune pousse. C'est-à-dire qu'en fait, un être humain qui est une graine, qui n'est pas encore tombé dans la bonne terre, si on la met dans la bonne terre, il va fructifier, il va devenir une jeune pousse, ensuite un arbuste, ensuite un arbre. Ensuite, il va faire des fruits. Les fruits, ensuite, vont protéger, parce que les pousses, ils poussent à l'abri d'un arbre. Et la pousse, c'est le demain, cet arbre qui va un jour tomber, eh ben, les jeunes pousses vont être cette nouvelle forêt, tu vois, qui vont faire la survie. Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donner à un être humain d'être au bon endroit, au bon moment et d'avoir les bons conseils autour d'eux pour qu'ils puissent être à l'endroit qu'il doit être, trouver leur, comment dirais-je, le joyeux qu'ils ont en eux, c'est-à-dire le don. On est toujours avec un don qui sera utile pour la société. C'est de le trouver et c'est un des directeurs de l'office, le directeur adjoint, qui un jour sort, qui est lui d'origine africaine, qui me dit, mais vous savez, en réunion, mais en fait, il faut arrêter de parler des gens en exclusion. Pour moi, ce sont des diamants bruts qui n'ont jamais eu l'occasion, justement, de briller. En fait, chaque être humain, c'est ça. C'est qu'on n'a pas donné à cet être humain-là l'opportunité de montrer ce qu'il est et ce qu'il vaut à confronter dans une société ou dans une entreprise ou dans une équipe de sport ou quoi que ce soit. On ne lui a pas donné. Il n'a pas été assez parrainé, accompagné. Tu vois? Il a été laissé pour compte. Voilà, c'est une belle image, c'est super. Franchement, beau projet. Si les gens veulent voir un petit peu, alors ça, c'est pas encore en ligne, c'est en construction. Hein. C'est en construction. J'en parle parce qu'effectivement, on est en train de mettre tout ça en place. Je ne dis pas tout parce que c'est en intranet. Ce que les gens peuvent savoir, c'est qu'on va aller à la rencontre de ces personnes qui sont pour l'instant en très grande difficulté de vie pour leur donner c'est à la fois une communauté, mais c'est une famille. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais au niveau d'Avatar, c'est qu'on est tous liés, on est tous qu'un. On est tous frères, on est tous sœurs quelque part. Même si on est notre famille, de notre pays, mais c'est des conneries. La richesse de l'humanité, c'est les différences qui sont une richesse. Des cultures différentes. Tu vas avoir, je sais pas moi, le mec qui vient au pôle Nord, l'Inuit, il va te dire des trucs, mais une vision du monde hallucinante, une façon de vivre hallucinante. Tu vas avoir le Pygmée en Afrique, c'est encore extraordinaire. Moi, j'ai eu Nicolas Hulot qui est venu à Casablanca, on a discuté, il a voulu nous rencontrer, mais quand il te raconte ce qu'il a vécu dans sa vie, le mec, j'avais un être humain, mais d'une humilité, où il se positionne en tant que comment te dire ça, observateur, comme un peu l'ethnologue qui regarde, qui apprend de quelqu'un de nouveau, mais il s'est fait tout petit en face de toi, et il t'écoute avec, comment te dire ça, avec respect. J'ai senti l'humanité en lui, quoi. Le mec a vu tellement la planète que quand tu vois la grandeur de la planète, tu te dis, ouais, on est tout petit. Et c'est quand quelqu'un est dans l'obscurantisme actuel, c'est normal qu'il se croit déjà super puissant et se permette toutes sortes de trucs et qu'il soit complètement aveugle de ce qu'il est lui-même. C'est en voyant l'immensité du monde et la diversité qu'on n'a même pas une seule vie pour pouvoir tout comprendre que tu t'extases ou tu te crées en fait quelque part et tu n'es plus dans moi, un mot que je déteste, la médiocrité, quoi. Être médiocre, se suffire de le peu qu'on a, sans vouloir aller plus loin. Ouais. Je ne suis pas en train de faire du mépris, mais il faut donner l'opportunité à l'être humain de pouvoir aller... Les gars que j'avais en Guadeloupe, hein, un tout petit pays, hein, un tout petit espace, comment te dire ça, ils ont jamais été au Saintes. Il y en a qui en ont des fois pas vu, même pas, on se demande s'ils ont vu la mer. La première fois que j'ai été avec 12 gars, un seul à 5 ans avait pris un bateau pour aller au Saintes. Comment c'est possible au 20e, 21e siècle? C'est pas possible. Et les mecs, ils découvraient comme s'ils étaient dans un autre monde, les Saintes et les Saintois. Ça n'a rien à voir. C'est fou. C'est une autre culture, c'est des Guadeloupéens, mais c'est une autre façon de vivre. Ils se sont fait leur habitude, un autre style de vie, et ils découvraient ça. Mais ils sortaient de là, mais déjà changé. Pourquoi tu vas prendre un être humain pour essayer de le faire évoluer, mais en le laissant dans son contexte, carénage ou machin, là où il a un peu d'évoluer, on va dire, ou stagné. Non, tu l'arraches de ça, tu vas lui faire voir quelque chose ailleurs. Pourquoi ça fonctionne très bien? Les sorties thérapeutiques à la voile. Tu entendais des gars qui partent avec des jeunes
à Marseille ou autre, et qui partent pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois sur un voilier. Les mecs qui les ramènent, c'est fini. Hein. Ils sont passés à autre chose dans leur vie. Ouais. Ça a mis de la largesse dans leur vie optique, quoi. Tu vois? Voilà. C'est vrai que c'est profond. C'est pas qu'une histoire de projet, mais c'est comme la voile traditionnelle. C'est montré. C'est pour ça, quand il y a eu le conflit voile traditionnel, j'ai dit à tous nos passionnés, à mes collègues, ça ne nous appartient pas, ça. C'est à la fois, comment dirais-je, un patrimoine culturel pour la Guadeloupe, mais c'est un foutu lien social historique. Parce qu'il y a 170 ans, le peuple guadeloupéen a été créé par quelque chose d'innommable. La déportation, l'arrachement de ton... On est, pour 100% des Guadeloupéens, des sous X. On nous a arraché. Notre arbre généalogique, à un moment, il est complètement coupé. On ne sait pas les racines depuis des décennies, à quoi elles sont accrochées. On est un peuple né sous X. T'imagines le traumatisme pour une population? Et on vit là-dessus. Quand on te parle d'esclavage, les gens disent « Mais non, on n'a pas vécu ça. » Mais non. Toute la violence qui a été faite il y a des centaines d'années, on l'a toujours. Les scientifiques ont prouvé que c'est dans nos gènes. Quand j'ai discuté, comme par hasard, avec les organisateurs de la Route du Rhum qui sont venus récupérer des trucs à Casa, il y avait M. Alain Pochon. Il se présente, je vois je dis « Ah ben tiens, c'est intéressant, je vais vous montrer les voiles traditionnelles. » Et là, on a parlé de ce que je vous parle là, le lien avec l'esclavage. Et je lui dis « J'ai un projet, j'aimerais vous en parler. » Il me dit « Ah bon ?» Il me dit « Écoutez, M. Fazer, je vais vous parler d'un truc. Hein. Il y a l'ambassadeur d'Afrique du Sud qui a été invité au Grand Pavois pour parler de l'histoire justement de l'esclavage, de la déportation. D'accord? Et surtout ce qui se passe en Afrique du Sud, l'apartheid et tout ça. » Je lui dis « C'est marrant que vous me dites ça. Mon projet est basé sur l'histoire de Mandela, qu'il a mis en place un tribunal de pardon. Personne n'a été en tôle, personne n'a été pendu, aucune tête n'a été coupée, mais il a donné l'occasion au bourreau et à la victime de se voir face à face et se demander pardon, de dire « Écoutez, au nom de mes aïeux, je vous demande pardon. » Et là, ce n'était même pas une question d'aïeux, c'était ceux qui étaient encore vivants et la victime en face. C'est extraordinaire. Pour essayer de changer ce qui se passait en apartheid. Moi, c'est la même chose. La Route du Rhum, je suis désolé, mais c'est une entité qui a mis en place la raison de l'esclavage, le sucre, le rhum, les épices. Et là, vous glorifiez, la Route du Rhum, je suis désolé de dire ça, mais moi, c'est ma réalité, parce que je vois des gens tous les jours exclus, parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. Je pouvais, moi, en tant que navigant, faire la Route du Rhum, mais j'ai jamais accepté. Moi, c'est mes voiles traditionnelles que je fais avancer. Tu vois ce que je veux dire? Quand Pochon me dit, il me raconte ça, je dis mon projet, c'est prendre les gars qui arrivent de la Route du Rhum d'Europe, quand ils arrivent dans la Caraïbe, on repart en Afrique, demander pardon ou de dire aux Africains, on a conçu la richesse du monde sur la mise en esclavage d'un peuple, l'Afrique, qui est le sûr et certain, le berceau de l'humanité. On ne devrait pas prendre tous ces bateaux et aller en Afrique leur dire, les gars, ok. Il me dit, mais c'est pas possible, M. Fazian, parce qu'il y a un truc de convergence où tu peux rester pendant un mois planté, il n'y a pas de vent dans l'Atlantique. Ça s'appelle quoi, le poteau noir? Je lui dis, vous savez ce que c'est que le poteau noir? Le poteau noir, c'est là où les négriers arrivaient, stagnaient. Les gens à l'intérieur mouraient, au fond de cale, les esclaves. Ils les jetaient en mer avec une planche comme ça, comme un toboggan. C'était ça, le poteau noir. Mais pour alléger le bateau, ils mettaient même les vivants aussi à la mer. Ils les jetaient des êtres humains en plein Atlantique. Et ils mouraient. C'est pour ça que ça s'appelle le poteau noir. Il me dit, je ne savais même pas ça. Les navigants ne sont même pas au courant. Vous voyez pourquoi j'ai besoin qu'on aille vers l'Afrique pour demander pardon, pour dire pour tout ce qu'on a fait. Et on parle de voile. Mais j'ai compris ça de la voile traditionnelle, que je vois que c'est un truc pour guérir l'humanité guadeloupéenne. Il faut que tous les Guadeloupéens, on ait un moment ou un autre à aller naviguer. Mais il se passe aussi une paix, parce que dans le bateau qu'on a, il y a aussi des métropolitains qui viennent naviguer avec nous. Dans les groupes à peau, il y a des métropolitains qui viennent aussi vivre la vibration d'un groupe à peau. Et c'est là qu'ils comprennent un peu. Dans ça va ressortir autant de joie, autant aussi de connexion avec notre histoire, où ça vibre en toi et ça te fait quelque part un peu mal. Ça te reconnecte avec ton histoire vraie et avec tes aïeux. C'est pour ça l'importance des groupes à peau et toutes ces choses-là. Et la voile traditionnelle en est aussi un lien avec notre histoire. Parce que c'est ce foutu bateau traditionnel, à voile,
qui a fait qu'on a été déporté de notre peuple. Il y a pas autre chose. Donc, quand tu vois par déduction, je suis pas si bête que ça, tu te dis, mais attends, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait une guérison grâce à ça. Donc, ça, c'est ma déduction. Tu vois? Donc, tout ce que je fais dans le truc où, ouais, c'est de la réinsertion, c'est comment te dire ça, du recyclage et tout, parce que quelque part, quand il y a eu le LKP, je me suis posé la question, mais on est en surconsommation, hyperconsommation, on parle de consommateurs, de tubes digestifs, on réfléchit, on prend tout ce qui arrive, 70% de ce qu'on consomme, 80% arrive d'ailleurs, alors on est une terre fertile, on aurait plutôt beaucoup de choses à produire ici. Ça serait moins cher et ça serait meilleur pour la santé. Henri Joseph te dit, tout ce que tu consommes à 15 km autour de toi est bénéfique pour ton corps. Et on bouffe des trucs qu'on ne sait même pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ni d'où ça vient. Ouais. D'où ça vient. Donc, il y a un problème, quoi. Donc voilà, donc moi, je me positionne un peu sur tout ça pour dire, bon, un moment, quand il y a eu le LKP, je dis, mais je fais une erreur, là. Je suis en train de surfer sur l'hyperconsommation parce qu'on répare ces trucs-là et on les réinjecte dans le circuit. Non, il faut qu'on ait un autre aspect de l'insertion. L'insertion consciente. Et c'est là où, écologique. Et c'est là où j'ai développé après 2009, une conscience où je ne peux pas avoir la responsabilité de remettre des personnes exclues dans un système en retirant la question de l'écologie, où on est le 57e ou 58e point chaud de la planète au niveau biodiversité, taux comment dirais-je, comment dirais-je, d'animaux endémiques, uniques au monde. On est dans grâce au DOM et au TOM, enfin, on a toute la biodiversité bien là. 90% de la biodiversité française viennent des îles. Ouais. On est deuxième puissance mondiale maritime grâce aux îles. Ouais. Donc, quand on nous dit, les DOM, bon, basta, je dis non, c'est la richesse de la France. Et là, on parle de quoi? De biodiversité, de différence et de largesse d'esprit, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est super positif d'aller chercher, parce que c'est vrai qu'il y a du travail à faire dans les déchets, mais aller chercher l'aspect positif du bois, le traditionnel, les savoir-faire traditionnels, la noblesse des matériaux et, c'est ça. Et le contact avec les éléments comme ça. Exactement. Pour les jeunes, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Et au début, j'étais ignorant. C'est en avançant petit à petit avec les années où je voyais ce qui se passait devant mes yeux. Maintenant, on ne va pas me faire passer une vessie pour une lanterne, quoi. Je suis... C'est dommage parce que c'est dans la pauvreté, dans les quartiers qu'on voit l'humanité. Et les gens qui ne veulent pas y aller, c'est qu'ils se sentent coupables d'être dans une richesse et de laisser ces gens-là dans la misère. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller voir. Parce qu'on se sent responsable un petit peu de tout ça. Donc on reste dans sa vie, là, dans une bulle, et on ne s'occupe pas du reste. Moi, tant que mes enfants et moi-même, on est dans l'opulence, tout va bien. Et c'est là que ça crée justement tout le problème. Voilà. Et c'est là où moi, je te dis, quelqu'un qui est... Des fois, tu vois pas un type assis ou une dame assise au bord de la route, en train de nous regarder passer. C'est un peu de l'ethnologue. Mais regarde-moi, tous ces fous. Mais ils vont où comme ça? Ils se font dedans, ils s'injurient. Ils vont à 1000 à l'heure. Mais à côté, ils vivent pas, quoi. Tu sais pas qui a le plus de sagesse. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Super. Franchement, bravo, Franck. C'est une expérimentation que je partage. Peut-être que les gens qui vont m'entendre dire, mais il est complètement frappé, celui-là. Mais bon. Tu as des résultats? Déjà. J'ai de beaux résultats, de très très beaux résultats. On a eu des prix pour l'environnement, parce que d'avoir une association d'insertion qui se retrouve dans le domaine de la protection de l'environnement maritime, aquatique, personne ne nous attendait là. Non, mais c'est ça. Personne. Même toi, tu t'y attendais pas. Ah non, pas du tout. C'est là où moi, même Casabroc, les gens qui viennent, mais c'est conçu qu'avec de la récupération. Tout ce qu'on a pu récupérer, c'est pas un beau bâtiment, mais c'est pas l'abbé qui fait le moine, comme on dit. C'est qu'est-ce qui se passe humainement au sein de l'association, et c'est ce que je dis aux gens, venez un dimanche où l'association est fermée, ce n'est que des tôles, des morceaux de tissu, des rien. C'est nous qui sommes Casabroc, c'est-à-dire c'est ce qui se passe dans l'interactivité humaine. Dans la boutique de Casabroc, tu vas avoir un médecin qui vient chercher un bouquin ou un linge vintage à côté d'une nana péripatéticienne à carénage. C'est jamais des mondes vraiment qui vont se rencontrer quelque part, mais humainement. Ah ben là, ils se mettent à discuter. Et qu'en fin de compte, il n'y a plus de peur dans la rencontre,
mais au contraire, il y a des échanges. Et de dire, mais elle a une valeur humaine. C'est pas parce que cette personne se trouve dans une certaine misère qu'elle n'a pas un mot à dire ou quelque chose à nous apporter. On a toujours quelque chose à nous apporter. Et bien, on crée ce lien social qu'on ne pourrait même pas penser qu'un jour. C'est pour ça que je te parle de stratification. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une transversalité dans les personnes qui vivent ensemble pour pouvoir partager les expériences. Moi, je me trouve directeur d'une entreprise, mais je suis tout à fait humain. Je peux discuter avec quelqu'un d'autre qui est dans un autre domaine total, mais l'échange des deux va nourrir tout ça. Et c'est ce qu'on vit, nous, au niveau de la structure. C'est des fois compliqué. C'est comme le sapeur-pompier qui dit « sauver ou périr, c'est pas moi ». Ben attends, t'as signé, Boug, ou tu t'es engagé à l'armée, ça va t'arriver. Dans le social, tu vas te faire mordre parce que les gens, ils sont tellement vénères qu'au bout d'un moment, tu prends des coups. Mais il ne faut pas rester là-dessus. Et c'est là où tu vois les gens qui sont engagés vraiment. Ils s'oublient. Ils ont un altruisme qui fait que leur truc, il faut absolument qu'ils y arrivent, mais non pas en sauveur. C'est-à-dire qu'on a un outil pour pouvoir montrer le chemin, mais c'est la personne qui prend l'outil, qui ramasse l'outil, qui dessert ou sert, et qui prend le chemin et qui avance. Et nous, on est des accompagnants. Il ne faut vraiment pas se trouver en tant que sauveur. Moi, je parle un peu de karma. Il y a des gens qui, ils doivent vivre ça. Ils vivent ça quand ils sont prêts à évoluer. Ils ont compris, et ben on y va. Ouais. Voilà. Sinon, tu t'uses. Ouais. Ok, super. Bah, écoute, Franck, on touche la fin de notre... J'espère avoir répondu à toutes tes questions. On est parti bien dans des grandes latitudes. On n'est pas resté seulement dans l'environnement, mais bon, on est parti dans le vivant. C'est super, exactement. C'est ça que j'aime dans ces rencontres, c'est qu'on ne sait jamais trop où ça va. Mais c'est toujours intéressant, puis on pourrait parler encore des heures. C'est clair. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre rencontre. Pas de souci. Et puis, écoute, je te souhaite tout le succès que tu mérites. On mérite, comme je te disais, on est tous... Avec plaisir. On est tous liés. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent peuvent se rendre à Casabroc sur le site. Tout à fait, oui. Peuvent soutenir des dons. Soutenir, être bénévole à des heures, je dirais pas perdues peut-être, mais bon, des heures que je dirais non pas perdues comme on dit, mais bénéfiques pour eux, parce qu'ils ont l'occasion de rencontrer des populations qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Se sentir des fois qu'on est dans un métier ou dans une vie, on se sent un peu, pas inutile, mais on a touché les deux bouts et maintenant on a besoin d'expérience ou de nouvelles expériences ou d'adrénaline. Casabroc, Casarossi, c'est l'occasion. Des personnes sous main de justice qui ont fait de la tôle, non, tu peux venir avec tes compétences. On a beaucoup d'illettrisme, on a beaucoup de choses. Moi, le truc, il y a une association qui s'appelle Parents par 1000. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet à quelqu'un qui est dans une galère d'avoir quelqu'un pour le parrainer dans sa vie. Parce que ton histoire de vie peut l'aider à avancer lui. Qu'il se tienne soutenu à un moment ou à un autre. Tu vois ? Casabroc, c'est ça, quoi. À la fois, vous pouvez venir déposer des dons parce que derrière, il y aura toute une chaîne de solidarité et protection de l'environnement. Mais en même temps, pour vous, c'est aussi avoir l'opportunité, ne pas rester dans ce millefeuille à votre niveau, et de venir rencontrer d'autres parties de la population guadeloupéenne. Et il y a de tout. Casablanca, on n'est pas que sur des personnes en difficulté. Tu as la population qui vient, qui se dit « Moi, je ne veux pas acheter du neuf, on dépense trop. Je veux aussi aller vers de l'occasion. » Voilà. Eh ben, je vais revenir. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé justement fouiner à Casablanca. Il n'y a pas de souci. Je dépose souvent, mais je vais venir moins. Ouais. Génial. Écoute... on mettra des liens vers Casabroc et tout ça pour que les gens puissent venir voir. On va rester en contact, évidemment. La plateforme, là, c'est intéressant. Si on peut aider, on essaiera d'être là. Très bien. On va tous on sera là. Mettre ensemble. Ouais, complètement. Lionnage. On essaye. Pas contre profitation cette fois-ci. On ne va pas faire un LKP. Mais c'est lionnage pour pouvoir avoir une meilleure, comment dirais-je, avancer tous ensemble de façon constructive et en symbiose. Voilà, que tout le monde puisse s'en tirer dans cette histoire. Ouais, tous s'apporter des choses. C'est ça, exactement. Voilà. Yes. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'aurez trouvé tout aussi captivant que nous. Dans la salle, on se trouve captivant. C'est déjà bien. Ah, je sais pas. J'aime pas trop me réécouter des fois. J'avoue que moi non plus. Mais voilà, donc... continuez à partager, à nous poser des questions, des commentaires. On adore ça, avoir vos retours, parce que nous aussi, on apprend. Et puis, ça aide à diffuser l'information. On vous souhaite tous une super bonne soirée, journée, week-end, ou peu importe le temps où vous écoutez. Et à très bientôt dans le prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.